Quand je me suis effondré au travail, les médecins ont appelé mes parents. Ils ne sont jamais venus. À la place, ma sœur a posté une photo avec la légende « Journée en famille sans drame ». Je n'ai rien dit. Quelques jours plus tard, toujours faible et branché aux machines, j'ai vu 65 appels manqués et un message de mon père « Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. » Je m'appelle Kai, j'ai 29 ans et je travaille comme spécialiste marketing dans une grande entreprise à Chicago. Je n'aurais jamais pensé qu'un mardi ordinaire changerait ma vie à jamais. Un instant, je présentais les projections trimestrielles à l'équipe de direction. L'instant d'après, tout s'est brouillé. Une douleur atroce a traversé mon crâne avant que les ténèbres ne m'engloutissent. Je me suis réveillé seul dans un lit d'hôpital, entouré de machines qui bipaient. Un médecin s'est approché, un presse-papier à la main. Nous avons appelé vos contacts d'urgence, vos parents. Ils ont dit qu'ils viendraient, a-t-il dit, puis il a hésité de manière gênante. Ils ne se sont jamais présentés. Si vous avez déjà eu l'impression d'être abandonné par les personnes qui devraient vous aimer le plus, merci de liker et de vous abonner. Commentez d'où vous regardez et restez pour une histoire sur ce que signifie vraiment la famille. Ayant grandi dans notre maison de banlieue de classe moyenne en dehors de Boston, nous ressemblions à la famille américaine parfaite sur les photos de cartes de Noël. Mon père, Frank, un architecte respecté avec sa propre petite entreprise, portait toujours des costumes sur mesure et une expression sérieuse. Ma mère, Diane, enseignait en 3e année à l'école élémentaire locale, aimait des élèves et des parents pour sa patience et sa créativité. Ma sœur, Vanessa, de 3 ans mon aînée, complétait notre portrait de famille avec ses excellentes notes et son apparence sans défaut. De l'extérieur, nous avions tout. La maison de style colonial avec la clôture en bois blanc. Des dîners familiaux tous les soirs à 6 heures précises, des vacances d'été au Cap Cod. Mais sous cette façade polie se cachait une réalité douloureuse avec laquelle je luttais quotidiennement. J'étais la fille oubliée, vivant à jamais dans l'ombre de Vanessa. Regarde le projet de foire scientifique de ta sœur, disait mon père, jetant à peine un coup d'œil au mien. Première place encore. Pourquoi ne peux-tu pas t'appliquer comme Vanessa? Ce n'était pas que j'étais une mauvaise élève. J'ai maintenu une moyenne solide de 3,8 tout au long du lycée, j'ai participé au club de débat et j'ai fait du bénévolat dans un refuge pour animaux local. Mais à côté de la major de promotion avec 4,0 et de l'acceptation à Princeton de Vanessa, mes réalisations semblaient insignifiantes. Kai a juste besoin d'essayer plus fort, disait ma mère aux enseignants lors des conférences, même quand j'étais assise juste là. Nous savons qu'elle a du potentiel. Sa sœur n'a jamais eu ces problèmes. Les comparaisons constantes sont devenues la bande-son de mon enfance. Quand je rentrais à la maison avec un A-, la question était toujours pourquoi ce n'était pas un A+, comme Vanessa aurait obtenu. Quand j'ai gagné la 2e place au concours d'art régional, mes parents y sont allés, mais ont passé tout le temps à parler de la façon dont Vanessa avait gagné la 1re place 3 ans plus tôt. Mon 16e anniversaire est tombé le même week-end que le bal de la sororité de Vanessa à l'université. Mes parents ont conduit 6 heures pour l'aider à se préparer, me laissant avec un gâteau acheté en magasin et une note hâtive, promettant que nous célébrerions le week-end suivant. Nous ne l'avons jamais fait. Au moment de ma remise de diplôme de lycée, j'avais arrêté d'espérer que mes parents viendraient pour moi. Ils sont venus, bien sûr, appareil photo prêt et souriant fièrement alors que je traversais la scène. Mais le dîner de célébration qui a suivi était entièrement centré sur les fiançailles récentes de Vanessa avec Travis, un étudiant en médecine d'une famille aisée. Ma lettre d'acceptation à l'université Northwestern de Chicago n'a mérité qu'une mention passagère. Chicago est si loin, avait dit ma mère, fronçant légèrement les sourcils. Vanessa est restée beaucoup plus près de chez elle. C'est une bonne école, avait concédé mon père, bien que pas tout à fait Princeton. J'ai choisi Northwestern spécifiquement parce que c'était loin de Boston, loin des rappels constants que je n'atteindrais jamais leur niveau. Chicago représentait la liberté, une chance de me définir selon mes propres termes sans le poids de la comparaison m'écrasant quotidiennement. Vanessa s'est installée dans la vie conjugale à seulement 20 minutes de chez nos parents. Elle a eu 2 enfants parfaits en 3 ans, un garçon et une fille avec des boucles blondes assorties aux siennes. Elle a décoré sa maison coloniale de 5 chambres dans le même style que notre mère, a organisé des dîners pour les clients de mon père et a documenté chaque moment de bonheur domestique sur les réseaux sociaux. Ta sœur a une si belle famille, soupirait ma mère lors de nos appels téléphoniques de plus en plus rares. Quand vas-tu te caser, Kai? Ton horloge biologique tourne. Peu importe que j'ai bâti une carrière réussie,
que j'ai noué des amitiés merveilleuses et créé une vie dont j'étais fier. Aux yeux de ma famille, j'échouais selon les seules métriques qui comptaient vraiment, mariage, enfants et proximité avec eux. Le dernier Thanksgiving que j'ai passé à la maison il y a 2 ans a tout cristallisé. Mes parents avaient converti ma chambre d'enfance en salle de jeu pour les enfants de Vanessa sans me le dire. J'ai dormi sur un canapé-lit au sous-sol pendant que Vanessa et sa famille prenaient les chambres d'amis. Nous pensions que cela ne te dérangerait pas, a expliqué ma mère quand elle a vu mon expression blessée. Ce n'est pas comme si tu venais souvent de toute façon. Pendant le dîner, Vanessa a dominé la conversation avec des histoires sur les réalisations de ses enfants et la récente promotion de son mari. Quand j'ai essayé de partager des nouvelles sur ma propre promotion au poste de stratège marketing senior, mon père a regardé sa montre et a demandé si quelqu'un voulait plus de dinde. Je suis parti un jour plus tôt, prétextant une urgence au travail. Personne n'a remis en question. Personne n'a appelé pour vérifier si j'étais rentré à Chicago saine et sauve. 3 semaines plus tard, Vanessa m'a identifié sur une photo de famille prise le lendemain de mon départ. Famille au complet, disait la légende, comme si mon absence était non seulement attendue, mais préférée. C'est à ce moment-là que j'ai finalement accepté la vérité. Je ne serai jamais une priorité pour eux. Je pourrais m'épuiser à essayer de gagner leur approbation, leur attention, leur amour, mais ce serait toujours une bataille perdue. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Nos communications se sont réduites à des appels obligatoires pour les fêtes et des messages textes occasionnels. J'ai bâti ma vie à Chicago et j'ai essayé de me convaincre que j'étais mieux sans le rappel constant de mon statut de second couteau dans la famille, jusqu'au jour où mon corps m'a trahi et m'a laissé face à mes pires peurs, être complètement seul quand j'avais le plus besoin de quelqu'un. 5 ans après ma vie à Chicago, j'avais enfin trouvé mon rythme. En tant que stratège en marketing numérique chez Horizon Media Group, l'une des meilleures agences de la ville, je gérais des campagnes pour des clients multinationaux avec des budgets de plusieurs millions. Mon appartement à Wicker Park n'était pas immense, mais il était à moi, décoré d'œuvres d'artistes locaux et de meubles que j'avais soigneusement sélectionnés. J'avais un petit cercle d'amis, principalement du travail, et mon cours de poterie hebdomadaire, qui m'acceptait exactement comme j'étais. La distance de ma famille m'a permis de respirer, de me développer sans être constamment mesuré à l'étalon de Vanessa. Nos communications s'étaient installées dans un schéma prévisible. J'appelais lors des anniversaires et des fêtes importantes, écoutais les mises à jour sur la vie parfaite de Vanessa et offrais des versions soigneusement éditées de la mienne. J'envoyais des cadeaux à Noël et pour les anniversaires de mes nièces et neveux. Ils les reconnaissaient rarement. Je me disais que c'était normal, même sain. Beaucoup d'adultes entretenaient des contacts minimaux avec leur famille. S'il y avait une douleur creuse dans ma poitrine lorsque je voyais des amis se réunir joyeusement avec leurs parents dans les aéroports ou lorsque des collègues quittaient le travail tôt pour assister aux événements de leurs frères et sœurs, je l'ignorais. C'était le prix de la paix, de l'évasion du sentiment constant d'inadéquation. Le travail est devenu mon encre, mon identité, ma validation. Chaque campagne réussie, chaque compliment de client, chaque promotion servait de preuve que j'étais digne, capable, précieuse. Je me suis consacré au projet régulièrement, travaillant 12 heures par jour et emportant mon ordinateur portable à la maison le week-end. Mon patron Richard louait mon dévouement tout en l'exploitant simultanément. Kai est notre bourreau de travail réside, plaisantait-il lors des réunions. Pas de mari ni d'enfant vers qui se précipiter, donc elle peut toujours assumer un projet de plus. Je riais en retour, prétendant que cela ne me blessait pas. Mieux valait être connu pour mon éthique de travail que pour ma situation familiale. Les maux de tête ont commencé il y a environ 6 mois. Des petits au début, facilement dismissés avec des analgésiques en vente libre. Puis est venue la fatigue que le café ne pouvait pas guérir, les vertiges occasionnels quand je me levais trop vite, la nuit passée à fixer mon plafond, incapable de dormir malgré une exhaustion profonde. Tu as besoin de vacances, m'a dit mon amie Olivia lors d'un déjeuner un jour, remarquant les cernes sous mes yeux. Quand as-tu pris plus d'un long week-end pour la dernière fois? Je ne pouvais pas me souvenir. Il y avait toujours une autre date limite, un autre client, une autre raison de reporter de prendre soin de moi. Le compte Nordstar Athletic était censé être mon couronnement. Une entreprise de vêtements de sport national cherchant à se refaire une image pour un public plus jeune m'avait spécifiquement demandé de diriger leur campagne. Richard avait laissé entendre que le succès pourrait signifier une promotion au niveau de directeur avec une augmentation de salaire significative et ma propre équipe. C'est ta chance de vraiment briller, m'a-t-il dit, déposant une pile de matériel de recherche sur mon bureau. La présentation au conseil d'administration de leurs dirigeants est dans 3 semaines.
J'ai besoin de concepts pour vendredi. Je me suis lancé dans le projet, travaillant 16 heures par jour, sautant des repas et ignorant les maux de tête de plus en plus sévères qui nécessitaient maintenant des médicaments sur ordonnance pour être gérés. Ma vision se brouillait parfois lorsque je fixais mon écran d'ordinateur trop longtemps, mais j'attribuais cela à une fatigue oculaire et je continuais. Le matin de la présentation, je me suis réveillé avec le pire mal de tête à ce jour, une douleur comme un étau qui rendait même la faible lumière du matin insupportable. J'ai doublé ma médication, pris une douche brûlante dans l'espoir de soulager la tension dans mon cou, et je me suis habillé dans ma tenue la plus inspirante en termes de confiance, un tailleur gris anthracite avec un chemisier en soie qui coûtait près de la moitié de mon loyer mensuel. « Tu as l'air terrible », a chuchoté Olivia quand je suis arrivé au bureau. Du maquillage soigneusement appliqué pour cacher ma pâleur. Elle n'avait rejoint l'entreprise que 3 mois plus tôt en tant que rédactrice junior et était rapidement devenue la chose la plus proche d'une amie au travail. « Es-tu sûr que tu es capable de faire ça ? » « Je vais bien », ai-je insisté, arrangeant mes documents de présentation. Juste nerveuse. Ce compte est énorme. Les dirigeants de Nordstar ont rempli notre salle de conférence exactement à 10 heures. Richard m'a présenté avec son charme habituel et poli, et j'ai pris ma place à la tête de la table. Mes diapositives soigneusement préparées sont apparues sur l'écran derrière moi alors que je commençais à exposer notre stratégie pour revitaliser leur marque. 15 minutes plus tard, la pièce a commencé à basculer. Les visages qui me regardaient se sont brouillés, leurs traits fondant comme des statues de cire sous la chaleur. J'ai serré le bord de la table pour essayer de me stabiliser. Comme vous pouvez le voir d'après l'analyse démographique, ma voix sonnait distante, comme si quelqu'un d'autre parlait. La douleur dans ma tête s'est intensifiée, un tisonnier incandescent derrière mon œil droit. Je me souviens avoir essayé d'atteindre mon verre d'eau. Je me souviens de quelqu'un disant mon nom avec une alarme croissante. Je me souviens de la terrible sensation de mes jambes qui cédaient, de tomber à reculons dans le néant. Puis l'obscurité. Des bribes de conscience ont suivi. Des voix qui criaient. Le plafond qui bougeait au-dessus de moi. Le hurlement des sirènes. Un ambulancier posant des questions auxquelles je ne semblais pas pouvoir répondre. Le visage d'Olivia pâle d'inquiétude, planant au bord de ma vision. Attention chute. Démarrer une perfusion. Madame, pouvez-vous me dire votre nom ? J'ai essayé de répondre, mais ma bouche ne coopérait pas. La douleur était partout maintenant, écrasant mon crâne de l'intérieur. Puis une nouvelle fois l'obscurité miséricordieuse. Quand j'ai retrouvé pleinement conscience, j'étais dans un lit d'hôpital. Les lumières étaient tamisées, mais je pouvais distinguer les contours des équipements médicaux qui m'entouraient. Une perfusion passait dans mon bras, et quelque chose bipait régulièrement à proximité. Ma bouche semblait remplie de coton, et la douleur dans ma tête avait reculé à une dultrobigne. Une infirmière a remarqué que j'étais réveillé et s'est approchée. « Bienvenue », a-t-elle dit, vérifiant les moniteurs à côté de moi. « Vous nous avez donné une belle frayeur. Je vais informer le docteur que vous êtes réveillé. » Qu'est-il arrivé ? Ma voix était un murmure rauque. « Vous vous êtes effondré au travail. Votre collègue est venu avec vous dans l'ambulance. Elle a dû retourner au bureau mais a dit qu'elle reviendrait plus tard. Elle a ajusté quelque chose sur ma perfusion. Le médecin vous expliquera tout. Essayez de vous reposer. » Le médecin est arrivé peu après, une femme dans la quarantaine aux yeux gentils et à la manière directe. « Mademoiselle Davis, je suis le docteur Chen. Vous êtes à l'hôpital Northwestern Memorial. Vous vous êtes effondré en raison d'une déshydratation et d'un épuisement sévère, mais nous craignons qu'il n'y ait des causes sous-jacentes. Nous faisons des tests. Quand puis-je partir ? Ai-je demandé, pensant déjà à la présentation Nordstar. J'ai du travail. Ce n'est pas pour tout de suite, a dit fermement le docteur Chen. Votre corps vous dit quelque chose d'important, et vous devez l'écouter. Nous avons contacté vos contacts d'urgence, vos parents. Ils ont dit qu'ils viendraient, mais ne sont pas encore arrivés. Quelque chose de froid s'est installé dans mon estomac. Bien sûr, ils n'étaient pas venus. Pourquoi les avais-je même listés comme contacts d'urgence, par habitude, peut-être, ou par un espoir enfantin persistant qu'en cas de crise véritable, ils seraient là pour moi. Ils vivent à Boston, ai-je expliqué, comme si la distance était la seule raison de leur absence. C'est un long voyage. L'expression du docteur Chen suggérait qu'elle comprenait plus que ce que je disais. Eh bien, vous ne serez pas seul.
Votre collègue Olivia semble très inquiète et nous avons un excellent personnel ici. Alors qu'elle m'expliquait les tests qu'il voulait faire, les médicaments qu'il me donnait, les symptômes qu'il surveillait, je me sentais étrangement détaché. Une partie de moi s'était toujours demandé ce qui se passerait si j'avais vraiment besoin de ma famille. Maintenant, je savais, rien. Rien ne se passerait. Ils ne seraient tout simplement pas là. La chambre d'hôpital est devenue ma nouvelle réalité. Un univers stérile de machines bipantes, de plateaux repas fades et du grincement rythmique des chaussures d'infirmières sur les sols en linoléum. Le temps a perdu son sens, mesuré désormais en doses de médicaments et en changement de garde plutôt qu'en réunion et en date limite. J'ai dérivé entre le sommeil et le réveil ce premier jour, les médicaments rendant tout brumeux. Quand je me suis réveillé plus clairement le lendemain matin, Olivia était assise sur la chaise visiteur à côté de mon lit, feuilletant son téléphone. Elle a levé les yeux quand j'ai remué. « Salut, belle au bois dormant », a-t-elle dit, posant son téléphone. « Comment te sens-tu » Comme si j'avais été renversé par un camion, ai-je admis, essayant de m'asseoir. Ma tête tournait avec le mouvement. Qu'est-il arrivé à la réunion Nordstar ? Olivia a levé les yeux au ciel. Sérieusement, c'est ce qui t'inquiète ? Tu t'es littéralement effondré et tu as été transporté d'urgence à l'hôpital. C'était une présentation importante. Richard l'a terminée. Au fait, ils étaient inquiets pour toi. Les gens de Nordstar, je veux dire, ils ont envoyé des fleurs. Elle a hoché la tête vers un arrangement modeste sur le rebord de la fenêtre que je n'avais pas remarqué. Richard, par contre, a demandé quand tu serais de retour parce que, je cite, le calendrier Nordstar est très serré. Cela ressemble à Richard, ai-je murmuré d'abord. Je t'ai apporté quelques affaires. Olivia a posé un sac de sport sur mon lit. Pyjama, article de toilette, ton chargeur de téléphone, et ce livre de ta table de chevet. J'espère que ça ne te dérange pas que j'ai utilisé la clé de secours que tu m'as donnée. Le simple acte de gentillesse m'a serré la gorge. Voici Olivia, que je connaissais depuis seulement 3 mois, m'apportant des articles de réconfort et s'asseyant à mon chevet. Pendant ce temps, ma propre famille. Mes parents ont-ils appelé l'hôpital, ai-je demandé, sachant déjà la réponse. L'hésitation d'Olivia m'a tout dit. Je ne suis pas sûr. Les infirmières le sauraient mieux que moi. C'est bon, ai-je dit rapidement. Ils sont occupés et Boston est loin. C'est un vol de 2 heures, a dit Olivia avec une pointe d'agacement dans la voix. Mais bon, je suis sûr qu'ils ont leurs raisons. Nous savions toutes les deux quelles étaient ces raisons, mais aucune de nous ne l'a dit à voix haute. Au lieu de cela, Olivia m'a raconté les potins du bureau jusqu'à ce qu'une infirmière entre pour vérifier mes signes vitaux. Plus tard cet après-midi-là, le docteur Chen est revenu avec un neurologue, le docteur Patel. Leurs expressions sérieuses m'ont donné un frisson. Mademoiselle Davis, nous avons quelques inquiétudes concernant vos tests préliminaires, a commencé le docteur Chen. Vos symptômes combinés à quelques anomalies dans vos analyses sanguines et l'imagerie initiale suggèrent que nous devons approfondir. Le docteur Patel s'est avancé. Nous aimerions effectuer une IRM et quelques tests supplémentaires. Nous constatons des signes de pression possibles à l'intérieur de votre crâne, ce qui pourrait expliquer vos graves maux de tête et votre évanouissement. Une pression comme quoi exactement ? Ma bouche s'était asséchée. Cela pourrait être plusieurs choses, a-t-il répondu avec soin. Une inflammation, une accumulation de liquide, ou potentiellement une masse d'une sorte. L'IRM nous donnera une image plus claire. Une masse ? Le mot flottait dans l'air, lourd d'implications. Il ne disait pas tumeur, mais c'est ce qu'il voulait dire. La peur grimpait le long de ma colonne vertébrale, froide et insistante. Je vois, ai-je réussi. Quand cela aura-t-il lieu ? Nous avons programmé l'IRM pour demain matin, a dit le docteur Chen. En attendant, nous allons commencer un traitement médicamenteux pour réduire toute inflammation et aider à soulager la douleur. Mes parents ont-ils été informés de cela ? Ai-je demandé, ne sachant pas pourquoi je me torturais en demandant. L'expression du docteur Chen s'est adoucie de sympathie. Nous avons rappelé le numéro dans votre dossier ce matin. Votre père a répondu et a dit qu'il prenait des dispositions pour venir, mais qu'ils avaient besoin de temps. Prendre des dispositions pour un vol de 2 heures. Pendant que leur fille pourrait avoir une tumeur au cerveau, la blessure de leur indifférence, toujours douloureuse mais généralement gérable, s'est déchirée largement. Après le départ des médecins, je suis resté allongé dans la chambre tamisée,
complètement seul avec ma peur. L'idée de faire face à un diagnostic grave sans le soutien de ma famille donnait l'impression que les murs de l'hôpital se refermaient sur moi. J'ai envisagé de les appeler moi-même, mais la fierté m'a arrêté. S'ils n'avaient pas pris la peine d'appeler l'hôpital pour des mises à jour, pourquoi devrais-je faire le premier pas? La soirée a apporté un changement d'équipe, et avec lui une infirmière nommée Jennifer, qui deviendrait une source de réconfort inattendu dans les jours à venir. Pas de visiteurs ce soir, a-t-elle demandé en vérifiant ma perfusion. Mes parents habitent hors de l'État, ai-je dit, l'excuse semblant creuse même à mes propres oreilles. Jennifer a hoché la tête, sans jugement. Eh bien, vous m'avez jusqu'à 7 heures du matin. Prévenez-moi, je parle beaucoup. Mes autres patients font semblant d'être endormis pour avoir la paix. Son bavardage joyeux pendant qu'elle travaillait était étrangement apaisant. Elle m'a parlé de ses 3 chats, de sa passion pour les podcasts de true crime et de la récente tentative désastreuse de sa sœur pour se colorer les cheveux à la maison, des histoires simples et normales qui m'ont momentanément distraite de la peur qui me rongeait. Beaucoup de patients subissent des procédures sérieuses seuls, ai-je demandé alors qu'elle partait. Jennifer s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Plus que vous ne le pensez. La famille est compliquée. Mais vous savez quoi? Le personnel hospitalier devient une assez bonne famille de substitution quand c'est nécessaire. Nous sommes là pour vous. Ces mots sont restés avec moi alors que j'essayais de dormir, rivalisant avec les inquiétudes concernant l'IRM et ce qu'elle pourrait révéler. Mon téléphone était silencieux sur la table de chevet. Pas d'appel de Boston. Pas de message texte inquiet demandant comment j'allais. Juste des notifications du travail, des emails et des réseaux sociaux que je ne me sentais pas capable de consulter. L'IRM le lendemain matin a été un cauchemar claustrophobe de bruit mécanique et d'immobilité. J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de me concentrer sur ma respiration, combattant la panique alors que la machine faisait des claquements et tournait autour de moi. Les techniciens avaient été gentils, expliquant chaque étape, mais rien n'aurait pu me préparer à la réalité d'être glissé dans ce tube étroit tout en étant terrifié par ce qu'il pourrait trouver. Ensuite, tremblante et épuisée, j'ai été ramené dans ma chambre pour attendre les résultats. Olivia avait envoyé un texto disant qu'elle viendrait après le travail. Le quart de Jennifer était terminé, remplacé par une infirmière plus réservée qui vérifiait efficacement mes signes vitaux sans conversation. Les heures s'étiraient sans fin. Je fixais mon téléphone silencieux, le suppliant de sonner avec un appel de mes parents. Avaient-ils même réservé des vols? Étaient-ils inquiets du tout? Ou Vanessa avait-elle prévu un autre événement familial qui avait la priorité? L'amertume de ces pensées m'épuisait, et pourtant je ne pouvais pas les empêcher de tourner en rond. Des années de négligence émotionnelle m'avaient conditionné à attendre la déception. Mais une partie enfantine de moi avait toujours cru qu'en cas d'urgence réelle, il serait là. Que lorsque cela comptait vraiment, j'aurais de l'importance pour eux. Soir de mon 3e jour à l'hôpital, sans aucune nouvelle de ma famille, j'ai dû accepter la vérité. Même une hospitalisation avec une condition potentiellement grave n'était pas suffisante pour faire de moi une priorité. La réalisation était à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Si cela ne pouvait pas les faire se soucier, rien ne le ferait. Et si rien ne le faisait, peut-être qu'il était enfin temps d'arrêter d'espérer. L'ennui a finalement vaincu ma réticence à consulter les réseaux sociaux. 3 jours dans une chambre d'hôpital avec uniquement la télévision de jour pour compagnie aurait poussé n'importe qui à des mesures désespérées. J'ai pris mon téléphone, me disant que je ne vérifierais que les emails de travail, pas les plateformes sociales où je pourrais voir des mises à jour familiales. Cette résolution a duré environ 30 secondes avant qu'une bannière de notification n'attire mon regard. Vanessa Davis vous a identifié dans une publication. Mon pouce a plané au-dessus, un instinct m'avertissant de ne pas regarder, mais la curiosité morbide a gagné. La photo s'est chargée, lumineuse et joyeuse sur mon écran. Mes parents, Vanessa, son mari, Travis, et leurs 2 enfants souriant devant l'entrée de Six Flags New England. Ils portaient des t-shirts personnalisés assortis, indiquant « Davis Family Fin Day, 2025 ». Le timestamp indiquait que cela avait été pris hier, 2 jours après mon effondrement et mon hospitalisation. La légende a tordu le couteau. Journée en famille sans le drame. Parfois, plus petit, c'est mieux. Temps parfait, compagnie parfaite, journée parfaite. 53 j'aime, 27 commentaires, toutes des variations de « belle famille » et « créer des souvenirs qui comptent ». Ma tante Suzanne avait écrit « la sortie parfaite en famille Davis » avec un emoji cœur.
Il passait une journée de plaisir en famille pendant que j'étais allongé dans un lit d'hôpital, attendant des résultats qui pourraient changer ma vie à jamais. Non seulement il n'était pas venu être avec moi, mais il célébrait activement mon absence. Sans le drame, ne pouvait que se référer à moi, le membre de la famille dont l'exclusion améliorait apparemment l'expérience. J'ai parcouru les photos supplémentaires. Mon père portant mon neveu sur ses épaules, ma mère aidant ma nièce avec du coton-tige, Vanessa et Travis s'embrassant devant des montagnes russes. Tout le monde souriait, tout le monde était heureux, personne ne manquait la fille et la sœur qui pourraient être gravement malades. Mes yeux brûlaient de larmes non versées, mais j'ai refusé de les laisser couler. Au lieu de cela, j'ai fermé l'application et posé mon téléphone face cachée sur la table. Je ne commenterai pas. Je ne réagirai pas. Je ne leur donnerai pas la satisfaction de savoir qu'ils m'avaient encore blessé. Un coup à la porte a interrompu mes sombres pensées. Le docteur Chen et le docteur Patel sont entrés, tenant des tablettes et affichant des expressions soigneusement neutres qui m'ont donné la nausée avec de l'appréhension. Mademoiselle Davis, a commencé le docteur Patel en tirant une chaise à côté de mon lit. Nous avons les résultats de votre IRM. Je me suis ressaisi, mes mains serrant la fine couverture d'hôpital. Dites-moi simplement franchement, quoi que ce soit. Nous avons trouvé une masse dans votre lobe frontal droit, a-t-il dit, tournant sa tablette pour me montrer une image de balayage avec une zone blanche distincte mise en évidence. En fonction de ses caractéristiques, nous pensons qu'il s'agit d'un méningiome, un type de tumeur qui se forme sur les membranes recouvrant le cerveau. Une tumeur ? Le mot que j'avais redouté. Mes oreilles ont commencé à bourdonner et j'ai dû me concentrer sur l'explication continue du docteur Patel. La bonne nouvelle, c'est que les méningiomes sont généralement bénins, c'est-à-dire non cancéreux. Cependant, l'emplacement et la taille du vôtre causent une pression importante, ce qui explique vos symptômes. Il doit être retiré chirurgicalement. Une chirurgie, ai-je répété avec engourdissement. Chirurgie cérébrale. Le docteur Chen s'est avancé. La procédure comporte des risques comme toute chirurgie, mais le docteur Patel est l'un des meilleurs neurochirurgiens du Midwest. Compte tenu de la nature progressive de vos symptômes, nous recommandons de procéder relativement bientôt, si possible dans la semaine prochaine. Ils ont continué à expliquer la procédure, le processus de rétablissement, les taux de réussite, mais leur voix semblait venir de très loin. Tout ce à quoi je pouvais penser était que j'allais affronter une chirurgie cérébrale complètement seule. Y a-t-il quelqu'un que nous pouvons appeler pour vous, docteur, a demandé doucement le docteur Chen. De la famille ou des amis qui pourraient être ici? L'image de ma famille riant à Six Flags m'a traversé l'esprit. Non, ai-je dit fermement. Il n'y a personne qui doive être contacté. Après le départ des médecins, promettant de revenir le lendemain avec plus de détails sur la planification de la chirurgie, je suis resté dans un silence abasourdi, tumeur au cerveau, chirurgie, rétablissement, tous des mots qui ne devraient pas faire partie de ma réalité. À 29 ans, les gens qui affrontaient des crises de santé graves étaient censés être entourés de leurs proches, pas allongés seuls dans une chambre d'hôpital pendant que leur famille profitait des parcs d'attractions. L'injustice de cela a brisé quelque chose en moi, libérant un torrent de larmes que je retenais depuis des jours, des années. Je pleurais toujours quand Jennifer est arrivée pour son quart du soir. Elle a jeté un coup d'œil et a fermé la porte pour préserver l'intimité. De mauvaises nouvelles, a-t-elle demandé doucement, me tendant une boîte de mouchoirs. J'ai hoché la tête, incapable de parler à travers mes sanglots. Tu veux en parler? On dit que je suis une bonne oreille quand je ne te bassine pas avec mes histoires. Alors, je lui ai parlé du diagnostic, de la chirurgie recommandée, et puis, me surprenant moi-même, de ma famille, de la photo identifiée, et des années de négligence émotionnelle qui avaient précédé. De faire face à une chirurgie cérébrale seule parce que les gens qui devraient m'aimer inconditionnellement ne pouvaient pas se donner la peine de se présenter. Jennifer a écouté sans interruption, me tendant occasionnellement des mouchoirs frais. Quand je suis finalement restée silencieuse, émotionnellement épuisée, elle s'est assise sur le bord de mon lit. Puis-je te dire quelque chose, a-t-elle demandé. Il y a 10 ans, on m'a diagnostiqué un cancer du sein de stade 3 à 32 ans. Mon mari depuis 8 ans a décidé que c'était trop pour lui et a déménagé 2 semaines plus tard. Mes parents étaient morts. Ma sœur vivait à l'étranger. J'ai traversé la chimio, la radiothérapie et la reconstruction complètement seule. Comment as-tu fait, ai-je murmuré. Un jour à la fois. Et je n'étais pas vraiment seul. Elle a souri légèrement. J'ai trouvé une famille dans des endroits inattendus.
Mes voisins, mes collègues, même d'autres patients. Parfois, la famille dans laquelle nous naissons nous échoue, mais la famille que nous trouvons en chemin peut être plus forte que le sang. Je ne sais pas si je suis aussi courageuse, ai-je admis. Personne ne le sait avant d'y être obligé, a répondu Jennifer. Et écoute, avoir un système de soutien ne te rend pas faible. Cela te rend humaine. Ta collègue Olivia semble se soucier de toi. Laisse-la t'aider. Et nous avons des groupes de soutien ici à l'hôpital pour les patients qui traversent des situations similaires. Je n'ai toujours pas décidé si je devais informer ma famille du diagnostic, ai-je dit. Une partie de moi pense qu'il devrait le savoir. Mais une autre partie veut se protéger de plus de déceptions. Jennifer a terminé pour moi. Je comprends. C'est ta décision et il n'y a pas de mauvais choix. Mais fais-le pour les bonnes raisons, pas par fierté ou par dépit. Ces mots sont restés avec moi longtemps après qu'elle soit partie pour s'occuper d'autres patients. J'ai pris mon téléphone plusieurs fois pour appeler mes parents, mais je l'ai toujours reposé. Qu'est-ce que je dirais? Salut, j'ai une tumeur au cerveau, mais ne vous inquiétez pas de venir me voir, puisque Syphilis était clairement plus important. En fin de compte, j'ai décidé de ne pas leur dire. Pas encore, en tout cas. S'ils ne pouvaient pas se donner la peine d'appeler l'hôpital pour une mise à jour, ils ne méritaient pas de savoir. J'allais traverser cela seul avec l'aide de toute famille que je pourrais rassembler. Et peut-être, juste peut-être, je serais enfin libéré du besoin désespéré d'approbation qui avait façonné toute ma vie. Le jour avant ma chirurgie prévue est arrivé avec un étrange sentiment de calme. Après le choc et la peur initiaux, je m'étais résigné à une sorte d'acceptation. Cela arrivait avec ou sans soutien familial, et je devais me concentrer sur la traversée plutôt que de me morfondre sur qui n'était pas là. Le docteur Patel avait expliqué la procédure en détail. Il ferait une incision dans mon cuir chevelu, retirerait une section du crâne, extrairait soigneusement la tumeur de la membrane entourant mon cerveau, remplacerait l'os et refermerait l'incision. La chirurgie prendrait environ 5 heures, suivie d'au moins 3 jours en soins intensifs, et d'un séjour minimum de 2 semaines à l'hôpital après. Le rétablissement après une chirurgie cérébrale est un marathon, pas un sprint, m'avait-il dit. Vous aurez besoin d'aide à votre sortie. Avez-vous quelqu'un qui peut rester avec vous? J'avais hoché la tête vaguement, réticente à admettre que je n'avais aucune idée de qui remplirait ce rôle. Olivia est arrivée ce matin-là, ayant pris une journée de congé personnel pour être avec moi avant la chirurgie. Elle portait un petit sac de sport et un air de fausse gaieté. J'ai apporté de quoi te divertir, a-t-elle annoncé, sortant des magazines, un jeu d'échecs portable et sa tablette chargée de films. Je me suis dit qu'on pourrait te distraire jusqu'à ce qu'on t'emmène. Sa normalité délibérée était exactement ce dont j'avais besoin. Nous avons regardé une comédie romantique, jouée aux échecs, qu'elle a remportée facilement, et avons évité de parler de la procédure du lendemain jusqu'à ce qu'un bénévole de l'hôpital apparaisse avec les formalités préchirurgicales. Proche parent, a demandé le bénévole, stylo en main sur le formulaire. Olivia et moi avons échangé un regard. Mais juste moi, a dit décisivement Olivia, prenant le presse-papier. Je suis son contact d'urgence maintenant. Le simple acte de solidarité m'a fait brûler les yeux. Tu n'es pas obligé de faire ça. Évidemment que si, puisque certaines personnes ne comprennent pas ce que signifient les obligations familiales, a-t-elle murmuré, remplissant ses informations. D'ailleurs, quelqu'un doit arroser tes plantes et nourrir ton levain pendant que tu es ici. Jennifer est arrivée pour son quart juste au moment où Olivia partait. Les deux échangeaient leurs présentations et leurs numéros de téléphone pour coordonner les visites pendant mon rétablissement. La facilité avec laquelle elles ont assumé la responsabilité de moi des inconnus virtuels quelques jours auparavant contrastait fortement avec l'absence de ma famille réelle. J'ai quelque chose pour toi, a dit Jennifer après le départ d'Olivia. Elle m'a tendu un bout de papier avec plusieurs noms et numéros de chambre. Ce sont des patients qui ont soit subi des chirurgies similaires, soit qui suivent également un traitement seul. Tous les gens sur cette liste ont dit qu'ils accueilleraient un visiteur si tu te sens capable. Maintenant, la nuit avant la chirurgie, a-t-elle haussé les épaules. Parfois, parler à des gens qui comprennent aide plus que tout. Aucune pression, cependant. Après que Jennifer soit passée à ses autres patients, j'ai fixé la liste, considérant que rester seul avec mes pensées ne semblait pas attrayant, alors j'ai enfilé la robe qu'Olivia avait apportée et je me suis dirigé vers la première chambre de la liste. Au cours des 2 heures suivantes, j'ai rencontré 5 personnes extraordinaires. Martin,
un enseignant retraité de 67 ans qui avait subi exactement la même chirurgie il y a 3 semaines et qui se remettait remarquablement bien. Sophia, une mère célibataire de 35 ans luttant contre un lymphome dont la famille vivait en Colombie. Darius, un étudiant universitaire dont les parents l'avaient renié lorsqu'il avait fait son coming out et qui faisait maintenant face à une leucémie avec une détermination farouche. Ruth, une femme âgée dont les enfants vivaient de l'autre côté du pays et qui se remettait d'un AVC. Et Jackson, un père divorcé de 3 enfants, âgé de 40 ans, qui avait survécu à un traumatisme crânien suite à un accident de voiture. Chaque conversation me faisait me sentir moins seul, moins abandonné de manière unique. Leurs histoires de résilience, de trouver la force quand cela semblait impossible, m'enveloppaient comme un bouclier protecteur. Au moment où je suis retourné dans ma chambre, épuisé mais plus calme, je me sentais partie de quelque chose de plus grand que moi, une communauté de survivants. J'ai dormi étonnamment bien cette nuit-là et je me suis réveillé prête à affronter ce qui m'attendait. Les préparatifs préchirurgicaux se sont déroulés dans un brouillard de formulaires, de vérification de signes vitaux et d'instructions de dernière minute. Olivia est arrivée juste avant qu'ils ne viennent me chercher pour le bloc opératoire, me serrant la main et promettant d'être là quand je me réveillerai. « Tu peux le faire » a-t-elle murmuré. « Et tu m'as. » C'est suffisant. L'anesthésiste m'a demandé de compter à rebours à partir de 10. Je suis arrivé à 7 avant que l'obscurité ne me revendique. Se réveiller après une chirurgie cérébrale n'a rien à voir avec les films. Il n'y a pas eu de moment dramatique de conscience, juste une émergence progressive et désorientante dans un monde de douleur et de confusion. Des voix flottaient autour de moi, des mains me touchaient, des machines bipaient, mais tout semblait déconnecté, comme si cela arrivait à quelqu'un d'autre. Le temps a perdu tout son sens. J'ai dérivé entre le sommeil et le réveil, captant des fragments de conversation entre les infirmières et les médecins. Stable, réactive, bon signe. Les mots s'enregistraient sans contexte, s'échappant avant que je ne puisse les saisir pleinement. Quand je suis finalement remonté plus complètement à la surface, le premier visage que j'ai vu était celui d'Olivia, fatiguée mais souriante, à côté de mon lit aux soins intensifs. « Salut » a-t-elle dit doucement. La chirurgie s'est très bien passée. La tumeur est partie. Tu vas bien aller. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était trop sèche. Elle m'a offert un petit glaçon d'une tasse à côté du lit. Jennifer est là aussi, a ajouté Olivia. Elle est passée pendant sa pause, et Martin d'en bas a envoyé des fleurs. Tu as tout un fan club qui se forme. Une infirmière est apparue, vérifiant les moniteurs et ajustant quelque chose au-dessus de ma tête. Le docteur Patel passera bientôt pour te donner la mise à jour complète, mais tout s'est passé comme prévu. Quel est ton niveau de douleur sur une échelle de 1 à 10 ? La pulsation dans ma tête était intense, mais étrangement distante. Si, ai-je réussi ? Nous allons te donner quelque chose pour ça, a-t-elle promis, prenant une note dans mon dossier. Les 3 jours suivants aux soins intensifs se sont déroulés dans un brouillard de médicaments contre la douleur, de brèves périodes de clarté et la présence constante du personnel médical. Olivia a rendu visite quotidiennement, apportant des nouvelles du bureau et de petites marques d'encouragement. Jennifer passait pendant chaque quart, parfois juste quelques minutes, parfois plus longtemps quand sa charge de patient le permettait. Le 4e jour, j'ai été transféré dans une chambre normale, la tête enveloppée de bandages, mon corps faible, mais mon esprit de plus en plus clair. Le docteur Patel a rendu visite avec de bonnes nouvelles. La tumeur avait été complètement retirée, était confirmée bénigne, et mon pronostic était excellent. Vous aurez besoin de kinésithérapie et d'ergothérapie, a-t-il expliqué. Et nous vous surveillerons de près pendant 1 an, mais je m'attends à ce que vous vous rétablissiez complètement. Ce soir-là, alors que je mangeais lentement le premier repas réel que j'avais été autorisé à prendre depuis la chirurgie, mon téléphone, qui avait été largement ignoré sur la table de chevet, a commencé à vibrer à plusieurs reprises. Les notifications de messages textes et les alertes d'appels manqués ont rempli l'écran dans un soudain coup de sismographe. 17 appels manqués de papa, 22 appels manqués de maman, 26 appels manqués de Vanessa, et un message texte de mon père. Nous avons besoin de toi. Réponds immédiatement. J'ai regardé l'écran avec incrédulité. Après près d'une semaine de silence complet alors que j'affrontais une tumeur au cerveau et une chirurgie seule, voilà que ma famille essayait désespérément de me joindre. Pas pour prendre de mes nouvelles, pas pour s'excuser de leur absence, mais parce qu'ils avaient besoin de moi. Les mains tremblantes, j'ai ouvert le message de mon père pour trouver un second message en dessous. Ton grand-père est à l'hôpital.
Accident vasculaire cérébral. Les médecins disent qu'il pourrait ne pas survivre. Ils demandent après toi. Rappelle-nous. Mon grand-père, la seule personne de ma famille élargie qui m'avait toujours vu, m'avait toujours fait sentir valorisé, qui m'avait appris à pêcher et à jouer aux échecs et à apprécier la musique classique quand j'étais jeune, qui m'envoyait des cartes d'anniversaire avec des notes personnelles même après que j'ai déménagé à Chicago, qui m'appelait tous les mois juste pour discuter. Et il mourait, demandant après moi pendant que j'étais moi-même alité à l'hôpital, me remettant d'une chirurgie cérébrale que ma famille ne connaissait même pas. Sans réfléchir à deux fois, j'ai appuyé sur le bouton d'appel à côté de mon lit. Quand une infirmière est apparue, j'ai demandé Jennifer. C'était un moment que je ne pouvais pas affronter seul. Jennifer est arrivée en quelques minutes, son expression passant de l'enquête professionnelle de routine à l'inquiétude en voyant mon visage. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal? Je lui ai tendu mon téléphone sans un mot, les messages du déluge et le texte de mon père affichés à l'écran. Ah, a-t-elle dit après l'avoir lu. Les urgences familiales ont un timing intéressant, n'est-ce pas? Mon grand-père, ai-je dit, la voix brisée. Il est le seul qui jamais. Qui toujours. Et maintenant il meurt et je suis ici et ils ne savent même pas pourquoi je n'ai pas répondu à leurs appels. Jennifer s'est assise sur le bord de mon lit. Que veux-tu faire? C'était une question si simple, mais elle a traversé l'enchevêtrement d'émotions qui brouillait mon jugement. Que voulais-je faire? Pas ce que je devrais faire ou ce qui était attendu, mais ce que je, Kai, voulais réellement? J'ai fermé les yeux. Des souvenirs de mon grand-père ont afflué. Mamie Howard emmenant la petite Kai de 8 ans pêcher à l'aube. Juste nous deux pendant que le reste de la famille dormait, m'apprenant à appâter mon propre hameçon et à nettoyer ma prise, me disant que j'étais courageuse et capable quand mes parents ne voyaient que ce que je ne pouvais pas faire. Mamie Howard assistant à mon exposition d'art au lycée pendant que mes parents avaient un conflit avec le tournoi de débat de Vanessa, se tenant fièrement à côté de mes peintures et se présentant à tout le monde comme le grand-père de Kai. Oui, l'artiste talentueux. Mamie Howard m'appelant après chaque fête importante que j'avais passée seule à Chicago. Pas pour me faire culpabiliser de mon absence, mais pour me dire qu'il me manquait et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance. Je dois le voir, ai-je dit finalement. Mais je ne sais pas si je peux physiquement. Je veux dire, je viens d'avoir une chirurgie cérébrale. Laisse-moi aller chercher le docteur Patel, a dit Jennifer. C'est une question médicale. Émotionnelle d'abord, deuxième. Le docteur Patel a été direct lorsqu'il a été consulté. Le voyage n'est pas conseillé pendant au moins 2 semaines après une craniotomie. Les changements de pression pendant le voyage aérien pourraient causer des complications et vous êtes toujours à risque de convulsions, de saignements et d'infections. Où est votre grand-père? Boston, ai-je dit, le cœur s'enfonçant. C'est définitivement non pour le voyage aérien, a-t-il confirmé. Même un trajet en voiture de longueur significative serait déconseillé. Vous avez besoin de repos, d'un environnement contrôlé et d'un accès immédiat aux soins médicaux en cas de complications. Donc je ne peux pas y aller, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. Je ne peux pas dire au revoir. Vous ne pouvez pas voyager, a-t-il corrigé doucement. Mais il existe d'autres options. Des appels vidéo, par exemple. Olivia, qui était arrivée pendant cette conversation, a dit, premièrement, tu dois rappeler ta famille. Ils ne savent même pas pourquoi tu n'as pas répondu. Elle avait raison, bien sûr. Avec Jennifer et Olivia qui me flanquaient comme des sentinelles protectrices, j'ai composé le numéro de mon père. Il a répondu à la première sonnerie. Kai, où étais-tu? Nous essayons de te joindre depuis des jours. Non. Salut. Non. Comment vas-tu? Juste une accusation immédiate. J'étais à l'hôpital, papa, ai-je dit, ma voix plus ferme que je ne m'y attendais. Une pause. Quoi? Tu vas bien? Pas vraiment. La simplicité de la réponse semblait flotter dans l'air. Je me suis effondré au travail la semaine dernière. Tumeur au cerveau. J'ai eu une chirurgie il y a 4 jours. Le silence s'est étiré sur la ligne si longtemps que j'ai pensé que nous aurions pu être déconnectés. Finalement, la voix de mon père est revenue, étrangement atténuée. Tu es sérieuse? Pourquoi ne nous as-tu pas dit? L'absurdité de la question m'a fait rire, un son court et dur qui a tiré douloureusement sur mon incision. L'hôpital t'a appelé plusieurs fois. Tu as dit que tu viendrais, mais tu n'es jamais venu.
Tu es allé à Six Flags à la place. Une autre longue pause. Nous ne pensons pas que ce soit si grave. L'infirmière a juste dit que tu étais déshydraté et épuisé. Et tu n'as pas pensé à vérifier, à appeler l'hôpital pour des mises à jour, à m'appeler directement? Chaque question resserrait ma prise sur le téléphone. Je me suis réveillé seul dans un lit d'hôpital. Papa, j'ai été diagnostiqué avec une tumeur au cerveau seul. Je suis allé en chirurgie cérébrale seul. Kyle la première, a-t-il semblé à court de mots, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Nous aurions dû vérifier. Je suis désolé. L'excuse, probablement la première que j'ai jamais reçue de lui, aurait dû sembler monumentale. Au lieu de cela, elle semblait creuse, trop peu, trop tard. Et grand-père Howard, ai-je dit, changeant de sujet. Comment va-t-il? Mon père a soupiré lourdement. Pas bien. AVC majeur il y a 3 jours. Il est conscient mais faible. Les médecins ne sont pas optimistes. Je ne peux pas voyager, ai-je dit, sur ordre du médecin. Mais je veux lui parler. Peux-tu organiser un appel vidéo? Bien sûr. Je t'enverrai un message quand nous serons dans sa chambre. Une hésitation. Ta mère et ta sœur sont ici. Elles veulent te parler. Pas maintenant, ai-je dit fermement. Je suis fatigué. La chirurgie cérébrale fait ça à une personne. Dis juste de configurer l'appel avec grand-père. Après avoir raccroché, je me suis affalé contre les oreillers, émotionnellement épuisé. Olivia m'a serré la main. Tu t'en es bien sorti, a-t-elle dit. Très calme, des limites très claires. Il s'est excusé, ai-je dit, encore en train de digérer cet événement sans précédent. Je pense que je l'ai choqué. Bien, a dit Jennifer fermement. Parfois, les gens ont besoin d'un rappel à la réalité. 3 heures plus tard, mon téléphone a sonné pour un appel vidéo. Prenant une profonde inspiration, j'ai répondu pour voir la chambre d'hôpital de mon grand-père. Mon père ajustait l'angle du téléphone, ma mère et Vanessa étaient visibles en arrière-plan, toutes deux semblant mal à l'aise. Grand-père, ai-je appelé doucement. C'est Kyle. La caméra s'est déplacée pour montrer le visage de mon grand-père, plus fin et plus gris que je ne me souvenais, mais ses yeux s'illuminaient à la vue de moi. Ma petite Cathy, a-t-il dit, utilisant son ancien surnom pour moi. Sa voix était pâteuse mais intelligible. Te voilà. J'ai essayé d'incliner mon téléphone, de sorte que ma tête bandée ne soit pas visible, mais ses yeux perçants n'ont rien manqué. Qu'est-il arrivé, a-t-il demandé, l'inquiétude évidente, même à travers son état affaibli. Juste une petite chirurgie, ai-je dit, essayant de paraître décontracté. Rien à craindre. Menteuse, a-t-il dit avec un fantôme de son ancien sourire taquin. Ton père m'a dit tumeur au cerveau, ma courageuse. Des larmes ont coulé sur mes joues. Même maintenant, malade et mourant, il se souciait plus de moi que de lui-même. Je vais bien, grand-père. Les médecins disent que je vais me rétablir complètement. Bien. C'est bien. Ses yeux se sont brièvement fermés, puis se sont rouverts avec effort. Écoute-moi, ma petite Cathy. Le chalet au bord du lac, il est à toi. J'ai cligné des yeux de confusion. Quoi? Mon chalet au Crystal Lake. Je te le laisse. Les papiers sont déjà signés. Ces mots devenaient plus pâteux. Toujours ton endroit spécial. Tu te souviens? Je me souvenais de la petite cabane sur Crystal Lake où j'avais passé des étés d'enfance à pêcher avec Mamie Howard aux premières lueurs de l'aube, à m'apprendre à appâter mon propre hameçon et à nettoyer ma prise. À me dire que j'étais courageuse et capable alors que mes parents ne voyaient que ce que je ne pouvais pas faire. Mamie Howard appelant après chaque grande fête que j'avais passée seule à Chicago. Pas pour me faire culpabiliser de mon absence, mais pour me dire qu'il me manquait et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance. Je t'apprendrai à pêcher et à nettoyer ta prise, en te disant que tu es courageuse et capable quand tes parents ne voient que ce que tu ne peux pas faire. Mamie Howard assistant à mon exposition d'art au lycée pendant que mes parents avaient un conflit avec le tournoi de débat de Vanessa, se tenant fièrement à côté de mes peintures et se présentant à tout le monde comme le grand-père de Kyle. Oui, l'artiste talentueux. Mamie Howard m'appelant après chaque fête importante que j'avais passée seule à Chicago. Pas pour me faire culpabiliser de mon absence, mais pour me dire qu'il me manquait et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance.
Je t'apprendrai à pêcher et à nettoyer ta prise, en te disant que tu es courageuse et capable quand tes parents ne voient que ce que tu ne peux pas faire. Mamie Howard assistant à mon exposition d'art au lycée pendant que mes parents avaient un conflit avec le tournoi de débat de Vanessa, se tenant fièrement à côté de mes peintures et se présentant à tout le monde comme le grand-père de Kai. Oui, l'artiste talentueux. Mamie Howard m'appelant après chaque fête importante que j'avais passée seule à Chicago. Pas pour me faire culpabiliser de mon absence, mais pour me dire qu'il me manquait et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance. Je me souvenais de la petite cabane sur Crystal Lake où j'avais passé des étés d'enfance à pêcher avec Mamie Howard aux premières lueurs de l'aube, à m'apprendre à appâter mon propre hameçon et à nettoyer ma prise, à me dire que j'étais courageuse et capable alors que mes parents ne voyaient que ce que je ne pouvais pas faire. Mamie Howard assistant à mon exposition d'art au lycée pendant que mes parents avaient un conflit avec le tournoi de débat de Vanessa, se tenant fièrement à côté de mes peintures et se présentant à tout le monde comme le grand-père de Kai. Oui, l'artiste talentueux. Mamie Howard m'appelant après chaque fête importante que j'avais passée seule à Chicago. Pas pour me faire culpabiliser de mon absence, mais pour me dire qu'il me manquait et qu'il comprenait pourquoi j'avais besoin de distance. Grand-père, tu n'as pas à le faire. C'est déjà fait, m'a-t-il interrompu. Tu vas t'en occuper. Non, tu vas le faire. Son regard s'est intensifié. Une chose de plus, ma petite Cathy. Arrête de fuir. Que veux-tu dire, de eux, a-t-il dit, jetant un coup d'œil vers l'endroit où mes parents devaient se tenir hors champ. Parle-leur. Fais-les t'entendre, puis décide. Fuir maintient le troupeau en vie. Ces mots m'ont frappé avec la force de la vérité. J'avais fui ma famille pendant des années, me distançant physiquement et émotionnellement, mais sans jamais affronter réellement la douleur qu'ils m'avaient causée, sans jamais exiger d'être vu, d'être entendu, d'être valorisé. J'avais accepté mon rôle de fille oubliée et je m'étais enfui plutôt que de me battre pour la reconnaissance que je méritais. Je le ferai, ai-je promis. La prochaine fois que je les verrai. Il n'y a pas de meilleur moment que maintenant, a-t-il dit avec une pointe de son ancienne obstination. Je suis fatigué. Tu leur parles. Ses yeux se sont refermés à nouveau. Je t'aime, ma petite Cathy. Toujours. Je t'aime aussi, grand-père, ai-je murmuré. Mais il était déjà en train de s'endormir, l'AVC ayant épuisé sa faible énergie. Le visage de mon père est apparu à l'écran. Il a besoin de se reposer, disent les médecins. Il a laissé tomber, son regard se concentrant enfin sur mon apparence. Mon Dieu, Kai, ta tête. Chirurgie cérébrale, lui ai-je rappelé sèchement. Tu te souviens, papa? Il semblait à court de mots. Une expérience nouvelle et déconcertante pour un homme qui savait toujours exactement quoi dire. Nous aurions dû être là. Oui, ai-je concédé. Vous auriez dû. Ma mère est apparue à côté de lui, sa main volant à sa bouche en me voyant. Kai, tes beaux cheveux. De toutes les choses sur lesquelles se concentrer, pas ma santé, pas ma peur, pas ma solitude pendant une épreuve potentiellement mortelle. Mes cheveux, ils repousseront, ai-je dit froidement. Contrairement à la confiance que ta fille a en toi. Vanessa s'est avancée dans le cadre, ses traits parfaits disposés dans une expression de sympathie qui n'atteignait pas ses yeux. Kai, si nous avions su que c'était grave, bien sûr que nous serions venus. Vraiment, ai-je contesté. Parce que l'hôpital a appelé et vous a dit que je m'étais effondré et que j'étais hospitalisé, cela aurait dû suffire à toute famille normale pour au moins appeler et prendre de mes nouvelles. Au lieu de cela, vous m'avez identifié sur votre journée en famille sans le drame pendant que j'attendais de savoir si j'avais le cancer. Vanessa a eu la décence de rougir. Ce n'était pas, je ne voulais pas, ai-je dit avec certitude. Tu as toujours été plus heureuse quand je n'étais pas là pour compliquer ton récit de famille parfait. Eh bien, félicitations. Tu as obtenu ce que tu voulais. J'ai affronté le moment le plus effrayant de ma vie complètement seul parce que ma famille ne pouvait pas se donner la peine de décrocher un téléphone. Mon père s'éclaircit la gorge. Kai, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Vous m'aimez, ai-je demandé simplement. Parce que l'amour, c'est se présenter. C'est se soucier. C'est faire de quelqu'un une priorité. Je ne me souviens pas de la dernière fois où l'un d'entre vous a fait cela pour moi. Ce n'est pas juste, a protesté ma mère. Nous t'avons toujours soutenu. Quand, ai-je demandé. Quand m'avez-vous déjà mis en premier?
Quand m'avez-vous déjà choisi plutôt que Vanessa? Quand avez-vous déjà reconnu mes réalisations sans les comparer aux siennes? Le silence qui a suivi a suffi comme réponse. Je vais raccrocher maintenant, ai-je dit. Je suis fatigué et j'ai besoin de me reposer. Dis à grand-père que j'appellerai demain. Et ne vous inquiétez pas de venir à Chicago. J'ai des gens qui s'occupent de moi. De la vraie famille. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre, puis j'ai complètement éteint mon téléphone. J'avais tenu ma promesse à Mamie Howard. J'avais dit ma vérité, et pour la première fois de ma vie, je me sentais libéré du besoin désespéré de leur approbation. Olivia, qui était sortie pendant l'appel pour me donner de l'intimité, est revenue avec une tasse de glaçons. Comment ça s'est passé? Exactement comme il le fallait, ai-je répondu. Je suis prête à me concentrer sur la guérison maintenant. 2 semaines après ma chirurgie, contre la forte recommandation du docteur Patel, mais avec son approbation réticente, j'ai pris un train pour Boston. L'état de mon grand-père s'était quelque peu stabilisé, bien que le pronostic soit resté sombre. J'étais déterminé à le voir une dernière fois, à le remercier en personne d'être le seul membre de la famille qui avait toujours vu ma valeur. Olivia avait insisté pour m'accompagner, prenant des jours de vacances supplémentaires pour servir de ce qu'elle appelait ma garde du corps médical. Jennifer m'avait donné des instructions détaillées pour gérer ma médication, reconnaître les signes avant-coureurs et gérer les complications potentielles pendant le voyage. Mes collègues de travail avaient organisé un service de livraison de repas pour mon retour à Chicago et Martin de l'hôpital avait offert son chalet au bord du lac pour ma période de convalescence une fois que j'aurais eu l'autorisation de voyager plus longtemps. La cascade de soutien de la part d'inconnus virtuels contrastait vivement avec les tentatives maladroites et tardives de réconciliation de ma famille. Mon père avait appelé quotidiennement depuis notre confrontation, ces conversations rigides et formelles, s'enquérant de ma santé, mais n'abordant jamais les problèmes plus profonds entre nous. Ma mère avait envoyé des fleurs à ma chambre d'hôpital avec une carte signée, avec amour maman et papa, mais sans message personnel. Vanessa avait supprimé la publication « Famille sans drame » des réseaux sociaux et l'avait remplacée par un message générique « Je pense à toi », m'identifiant. Rien de tout cela ne semblait sincère. Rien de tout cela n'a reconnu les années de négligence émotionnelle qui avaient culminé avec moi affrontant une chirurgie cérébrale seule. Mais je n'allais pas à Boston pour eux. J'allais pour Mamie Howard. Le voyage en train a été épuisant. Chaque bosse et chaque vibration envoyait une douleur dans mon crâne encore en convalescence. Au moment où nous sommes arrivés à Boston South Station, j'étais pâle et tremblante, m'appuyant lourdement sur Olivia. Nous allons d'abord prendre une chambre d'hôtel, a-t-elle insisté. Tu dois te reposer avant de les affronter. Je n'ai pas discuté. Le trajet en train de 4 heures avait épuisé la peu d'énergie que j'avais accumulée pendant mon séjour à l'hôpital. Nous avons check-in dans un hôtel près de l'hôpital où mon grand-père était soigné, et je me suis effondré sur le lit, m'endormant presque instantanément. Le lendemain matin, me sentant un peu rétabli, nous avons pris un taxi pour le Massachusetts General Hospital. J'avais délibérément omis d'informer ma famille de mon arrivée, voulant voir mon grand-père sans leur présence pesante si possible. La chance était avec moi. Quand nous sommes arrivés dans sa chambre, elle était vide de visiteurs, bien que la collection de vestes et de tasses de café suggère que mes parents et ma sœur venaient de sortir, probablement pour prendre leur petit déjeuner à la cafétéria. Mamie Howard était éveillée, regardant par la fenêtre le paysage urbain de Boston. Il s'est tourné quand je suis entré, son visage s'illuminant de surprise et de joie. « Ma petite Cathy », a-t-il dit, son discours toujours pâteux mais plus fort que lors de notre appel vidéo. « Tu es venu ?»« Bien sûr que je suis venu, » ai-je dit, me déplaçant vers son chevet et me penchant soigneusement pour lui embrasser la joue. Rien ne m'aurait empêché. Son regard a parcouru mon apparence. L'incision de guérison partiellement visible sous ma casquette en tricot ample. La perte de poids due à mon séjour à l'hôpital. La pâleur persistante. Tu n'aurais pas dû voyager si tôt après la chirurgie. Chasse d'eau, bouilloire, ai-je taquiné doucement, faisant un geste vers son propre lit d'hôpital. D'ailleurs, il fallait te remercier en personne pour le chalet au bord du lac, mais plus important encore, d'être toujours la seule personne de cette famille qui m'ait vraiment vu. Il a tendu la main pour prendre la mienne, sa prise plus faible que je ne m'en souvenais, mais toujours chaude et rassurante. J'ai toujours été fier de toi, Cathy. Ta force, ton indépendance, ton cœur. J'ai cligné des yeux pour retenir les larmes. Je l'ai appris de toi. As-tu parlé à eux? A-t-il demandé.
Tes parents, Vanessa. Je leur ai dit ce que je pensais, ai-je confirmé. Mais je ne pense pas qu'ils m'aient vraiment entendu. Ou si oui, ils ne savent pas comment arranger ça. Peut-être que certaines choses ne peuvent pas être réparées. Il a secoué légèrement la tête. La famille, c'est compliqué. Les gens font des erreurs, de grosses erreurs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas, l'amour devrait être plus qu'une obligation, ai-je dit. Plus qu'un mot. Il devrait l'être, a-t-il convenu. Mais parfois les gens ne savent pas comment le montrer, n'est-ce pas? Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Avant que je puisse répondre, la porte s'est ouverte et mes parents et Vanessa sont entrés, portant des tasses de café et des sacs en papier de la cafétéria. Ils se sont figés à la vue de moi assise à côté du lit de Mamie Howard. Kai, a haleté ma mère. Que fais-tu ici? Tu ne devrais pas voyager. Bonjour à toi aussi, maman, ai-je dit sèchement. Je vais bien. Merci de demander. Mon père s'est rétabli le premier, posant son café et s'approchant prudemment comme si j'allais d'étaler. Nous ne savions pas que tu venais. Tu aurais dû nous le dire. Nous t'aurions récupéré à la gare. J'avais une amie, ai-je dit, faisant un geste vers Olivia, qui se tenait tranquillement dans un coin. C'est mon amie Olivia. Elle s'occupe de moi depuis la chirurgie. Un silence inconfortable est tombé alors que le sous-texte de mes paroles était enregistré. Depuis la chirurgie, tu n'étais pas là. Vanessa a rompu la tension, s'avançant avec une fausse luminosité. Tu as l'air bien. Je veux dire, compte tenu. Eh bien, tu sais, chirurgie cérébrale, ai-je précisé. Tu peux le dire, Vanessa. Ce n'est pas contagieux. Mon grand-père a ri faiblement. Toujours cette langue aiguisée. Bien. Tu en auras besoin. Il a regardé fixement ma famille. Asseyez-vous tous. Il est temps de dire la vérité. Personne n'a discuté avec Mamie Howard. Pas même maintenant. Mes parents se sont assis maladroitement sur les chaises visiteuses en vinyle pendant que Vanessa s'appuyait contre le rebord de la fenêtre. Olivia s'est discrètement éclipsée, murmurant quelque chose sur la recherche de café. Je regarde ce drame familial depuis trop d'années, a commencé mon grand-père, sa voix gagnant en force à chaque mot. Je gardais le silence parce que ce n'est pas à moi d'interférer. Mais je suis mourant, alors au diable la politesse. Papa, tu ne meurs pas, a protesté faiblement mon père. Tais-toi, Franklin, a rétorqué Mamie Howard. J'ai 83 ans avec un AVC massif. Je meurs. La question est de savoir si cette famille meurt avec moi. Il a fixé mon père d'un regard sévère. Toi et Diane avez échoué, Kai. Pas une fois, à plusieurs reprises pendant des années. Mon père a ouvert la bouche pour objecter, mais Mamie Howard a levé une main tremblante. Laisse-moi finir. Tu as tout donné à Vanessa. Attention, éloge, priorité. Il ne restait rien pour ta fille cadette sauf des normes impossibles et des comparaisons constantes. Ma mère a rougi. Ce n'est pas vrai. Nous aimons nos deux filles de manière égale. L'amour n'est pas égal s'il n'est pas équitable, a rétorqué mon grand-père. Vous n'avez jamais vu Kai pour elle-même. Vous avez seulement vu comment elle se comparait à sa sœur. Vous l'avez rendue invisible dans sa propre famille. Des larmes ont jailli dans mes yeux en entendant quelqu'un enfin articuler ce que j'avais ressenti toute ma vie. Invisible. Inaperçu. Une déception perpétuelle par comparaison. Et toi, Mamie Howard, s'est-il tourné vers Vanessa. Tu as accepté ça. Tu en as profité. Traitement spécial, enfant doré, tu ne t'es jamais battu pour ta sœur, jamais partagé la vedette. La composure parfaite de Vanessa s'est fissurée. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas ma faute si Kai s'est toujours senti dans l'ombre. Je ne peux pas m'empêcher d'être une personne qui réussit. Non, ai-je dit doucement. Mais tu aurais pu aider en me le jetant à la figure, en m'identifiant sur tes photos de famille parfaite alors que j'étais allongé dans un lit d'hôpital. C'était un choix, Vanessa. Je ne savais pas que tu avais une chirurgie, a-t-elle protesté. Tu savais que j'étais hospitalisé, ai-je rétorqué. L'hôpital a appelé et au lieu de décrocher le téléphone pour prendre de mes nouvelles, vous avez emmené mes parents à Six Flags et vous avez posté sur le fait que le temps en famille est tellement mieux sans mes drames. Vanessa a au moins eu la décence d'avoir l'air honteuse. Je n'aurais pas dû publier ça. C'était imprudent. C'était cruel,
ai-je corrigé, mais ce n'était pas nouveau. C'était juste le dernier d'une vie de moments où cette famille m'a clairement fait comprendre que j'étais au mieux une réflexion tardive, au pire un inconvénient. Mon père s'est levé brusquement, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Ce n'est pas juste. Nous avons fait une erreur. Une seule. Nous aurions dû vérifier de ton à l'hôpital. Oui. Mais agir comme si nous avions été de terribles parents toute ta vie. Assieds-toi, Franklin, a ordonné Mamie Howard. Et écoute une fois dans ta vie. Mon père s'est affaissé sur sa chaise, l'air mutin. Kai, a dit mon grand-père doucement. Ton tour. Dis ce qui doit être dit. Tout. J'ai pris une profonde inspiration, rassemblant le courage qu'il croyait clairement que je possédais. J'ai passé toute mon enfance à essayer d'être vu par vous, ai-je commencé, regardant directement mes parents, essayant de gagner l'attention et l'approbation que vous donniez si librement à Vanessa. J'ai ramené de bonnes notes, gagné des prix, tout fait correctement, et ce n'était jamais assez. Jamais aussi bon que Vanessa. Nous étions fiers de toi, a insisté ma mère. L'étiez-vous? Parce que vous ne l'avez jamais dit. Pas sans ajouter, mais Vanessa l'a fait mieux. Ou, si seulement tu travaillais un peu plus. Les mots sortaient maintenant, des années de blessures refoulées trouvant une voie. Savez-vous pourquoi j'ai déménagé à Chicago? Pas pour le travail, pour m'échapper. Pour découvrir qui je pouvais être sans être constamment comparé à Vanessa et trouvé manquante. Nous n'avons jamais voulu te faire ressentir cela, a dit mon père, sa voix plus calme maintenant. L'intention ne change pas l'impact, ai-je répondu. Et l'impact a été que j'ai fait face à une chirurgie cérébrale complètement seule parce que je ne croyais pas que ma propre famille se souciait assez d'être là. Ce n'est pas une petite chose, papa, a dit mon père. C'est le résultat d'années de sentiments d'importance pour les personnes qui devraient le plus me valoriser. Le silence est tombé après mes paroles, lourd d'émotions inexprimées. Mon grand-père a tendu la main pour prendre la mienne à nouveau, la serrant de manière encourageante. Alors, qu'en est-il de Vanessa, a-t-elle finalement demandé. Où cela nous laisse-t-il? Cela dépend, ai-je dit. Je n'ai pas besoin de grands gestes ou d'excuses dramatiques. J'ai besoin de changements. De vrais changements. J'ai besoin d'être vu et valorisé pour qui je suis, pas pour qui vous souhaiteriez que je sois ou comment je me compare à Vanessa. J'ai besoin que mes réalisations soient reconnues sans comparaison. J'ai besoin d'être une priorité parfois, pas une réflexion tardive. Nous pouvons faire ça, a dit ma mère, des larmes coulant sur son visage. Nous voulons faire mieux, Kai. Nous t'aimons. Peut-être que vous le faites, ai-je reconnu. Mais l'amour sans respect, sans effort, sans se présenter quand cela compte, ce n'est plus suffisant. Mon grand-père a fermé brièvement les yeux, la conversation émotionnelle ayant eu raison de sa santé fragile. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui, ai-je dit en me levant soigneusement. Grand-père a besoin de se reposer, et moi aussi. Olivia et moi séjournons au Hampton en centre-ville. Je reviendrai demain. Alors que je me tournais pour partir, mon père a parlé, sa voix inhabituellement humble. Me donneras-tu une chance, Kai? De prouver que nous pouvons changer, pour être la famille que tu mérites. J'ai fait une pause à la porte. Je ne fais aucune promesse, mais je ne fuis plus non plus. C'est un début. 6 mois plus tard, je me tenais sur le quai de Crystal Lake, regardant le coucher de soleil peindre l'eau de teintes d'or et de cramoisi. Mon rétablissement avait été lent mais régulier, avec des revers occasionnels, mais des progrès globaux qui ont impressionné mon équipe médicale. Le chalet, maintenant légalement le mien suite au décès paisible de Mamie Howard 3 semaines après notre conversation à l'hôpital, était devenu mon sanctuaire pendant la convalescence. La relation avec ma famille restait compliquée. Il y avait eu des visites maladroites, des conversations difficiles, des moments de progrès suivis de régressions frustrantes vers de vieux schémas. Mes parents essayaient, à leur manière imparfaite, de comprendre les dégâts qu'ils avaient causés et de construire quelque chose de nouveau. Vanessa et moi entretenions une distance prudente, civile, mais pas étroite, les années de déséquilibre n'étant pas facilement surmontées. Mais le changement le plus profond s'est opéré en moi. Je ne me définissais plus par leur approbation ou leur validation. Je ne portais plus le besoin désespéré de prouver ma valeur à des gens qui n'avaient pas réussi à l'avoir. J'avais découvert ma propre force en temps de crise et j'avais noué des liens qui réalisaient le véritable sens de la famille. Olivia était devenue ma plus proche amie. Des visites le week-end au chalet au bord du lac,
une tradition régulière. Jennifer et moi échangions des messages textes réguliers et nous rencontrions une fois par mois pour un café lorsque nos emplois du temps correspondaient. Le groupe de soutien de l'hôpital s'était transformé en un cercle social soudé, des gens qui comprenaient la lutte et la résilience d'une manière que ma famille biologique n'a jamais pu le faire. J'avais créé ma propre définition de la famille, basée sur le choix plutôt que sur l'obligation, sur la présence plutôt que sur l'ADN partagé. La douloureuse leçon de mon abandon à l'hôpital m'avait finalement donné le plus grand cadeau, la liberté des chaînes de la recherche d'approbation auprès de ceux qui sont incapables ou réticents à la donner. Alors que le soleil se couchait derrière la ligne d'arbres, projetant de longues ombres sur le quai, j'ai entendu des portières claquer et des voix approcher. Ma famille choisie arrivait pour le rassemblement du week-end que j'organisais désormais chaque mois. Des gens qui venaient parce qu'ils voulaient être avec moi, pas parce qu'ils pensaient qu'ils le devaient. C'était la leçon la plus profonde que mon épreuve m'avait enseignée. La famille n'est pas toujours ceux qui vous élèvent. Parfois, ce sont ceux qui se présentent quand vous vous effondrez, qui s'assoient à votre chevet d'hôpital, qui vous aident à guérir de toutes les manières qui comptent. Parfois, il faut perdre ce que l'on pensait avoir besoin pour trouver ce que l'on mérite vraiment. Avez-vous jamais dû redéfinir ce que signifie la famille pour vous? Commentez ci-dessous avec votre expérience. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et à vous abonner pour entendre d'autres histoires de résilience et de découverte de soi. Partagez avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que parfois, la famille que nous choisissons est plus guérissante que la famille dans laquelle nous sommes nés. Merci de m'avoir écouté et rappelez-vous, vous méritez des gens qui se présentent pour vous sans qu'on le leur demande.